À 17 ans, on rêve d'avenir. Danny, lui, rêvait juste de ne pas mourir de froid. Jeté à la rue par ses propres parents, seul dans le blizzard avec 47 $, il n'avait que deux choix: se laisser mourir dans la neige ou parier sa vie sur un tas de ferrailles rouillées. Tout le monde disait qu'il était fou. Tout le monde attendait de retrouver son corps gelé au printemps. Mais ce qu'il a fait avec ce tracteur à 100 $ n'a pas seulement défié la mort, cela a humilié tous ceux qui l'avaient trahi. Ce que vous allez entendre dépasse la simple réussite. C'est la preuve brutale que la vengeance la plus douce se mange froide, très froide. Ce n'est pas qu'une simple histoire, c'est un secret que vous n'oublierez jamais. Envie de découvrir d'autres secrets de ce genre? Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Le bruit. Ce n'était pas le cri de son beau-père qui résonnait le plus fort dans ses oreilles, ni les pleurs étouffés de sa mère. C'était le bruit sec, mécanique et définitif de la porte moustiquaire qui claquait derrière lui. Un son de fin du monde. Nous sommes le 14 juin 1973. Sur la route départementale 22, juste à la sortie de Grundy Center, dans l'Iowa, un garçon de 17 ans se tient immobile sur le bas-côté. Il s'appelle Danny Crawford, et à cet instant précis, il est l'homme le plus seul sur Terre. L'air est lourd, chargé de cette humidité typique du Midwest qui colle à la peau, mais Danny ressent un froid glacial qui lui traverse la poitrine. À ses pieds, un sac de sport usé en toile verte. À l'intérieur, 2 pantalons, 3 chemises et une paire de bottes. Dans sa poche, il sent le froissement de quelques billets, 47 $. C'est tout. C'est le prix total de son existence jusqu'à ce jour. Il y a 10 minutes à peine, sa vie a basculé. Les mots de son beau-père brûlent encore comme de l'acide. Tu n'es pas mon gosse. Tu as 17 ans maintenant. T'es assez grand pour te débrouiller. Fous le camp. La violence des mots était prévisible. Danny l'avait senti venir depuis des années. Mais ce qui l'a brisé, ce n'est pas la colère de l'homme. C'est le silence de la femme. Sa mère était là, debout dans la cuisine, les mains tremblantes. Elle pleurait, oui, mais elle n'a pas bougé. Elle n'a pas crié, non. Elle n'a pas retenu le bras de son mari quand il a jeté les affaires de Danny sur le perron. Elle a simplement laissé faire. Ce silence-là, cette absence de défense, c'était la véritable trahison. Une mère qui regarde son enfant se faire expulser comme un chien errant et qui baisse les yeux. Le soleil commence à descendre sur les champs de maïs qui s'étendent à perte de vue, teintant le ciel d'un orange violent. La panique commence à monter, serrant la gorge de Danny comme un étau. Il n'a pas de voiture, pas d'amis chez qui aller, pas de plan B. La nuit va tomber, et avec elle, la réalité brutale de sa situation. Il est un SDF au milieu de nulle part. Il regarde l'asphalte gris, cherchant une solution qui n'existe pas, retenant des larmes qui ne demandent qu'à couler. Il se promet une chose, il ne plaira pas, pas ici, pas maintenant. C'est alors qu'il l'entend. Le grondement sourd d'un moteur fatigué. Un vieux pick-up Chevy, rongé par les années et le labeur, ralentit sur le gravier et s'arrête à sa hauteur dans un nuage de poussière ocre. La vitre descend péniblement. Au volant, un visage sculpté par le vent et le soleil, des yeux plissés par des décennies à scruter l'horizon. C'est Earl Mitchell, un fermier du coin. Tout le monde connaît Earl, mais personne ne le connaît vraiment. Earl ne sourit pas. Il regarde le sac au sol, puis le visage décomposé de l'adolescent. Il n'a pas besoin de poser de questions. Dans une petite ville, les valises sur le bord de la route racontent toujours la même histoire. « Tu as besoin d'un lift, gamin ?» demande-t-il d'une voix qui ressemble au craquement du bois sec. Danny hoche la tête, incapable de parler, et grimpe sur le siège passager. L'intérieur du camion sent le vieux tabac, la graisse mécanique et la terre. C'est une odeur rassurante, une odeur de travail. Earl passe la première, et le camion s'arrache du bas-côté. Il roule en silence pendant plusieurs kilomètres. Earl ne force pas la conversation. Il laisse le garçon reprendre son souffle. « Tu vas où ?» finit-il par demander. « Je ne sais pas, » répond Danny, la voix brisée. « Tu as de la famille quelque part ?»« Non, monsieur. Je viens de me faire virer. » Earl garde les yeux sur la route. Ses mains, larges et calleuses, tiennent le volant avec une assurance tranquille. « Quel âge tu as ?»« 17 ans. Je viens de finir le lycée le mois dernier. »« Tu as du travail ?»« Non, monsieur. Tu sais faire quelque chose de tes 10 doigts ?» Danny se tourne vers lui. Pour la première fois depuis des heures, une étincelle s'allume dans son regard. C'est l'instinct de survie. Je peux travailler. Je suis fort. J'apprends vite. Je ferai n'importe quoi. Earl prend un moment. Il soupèse la réponse, jugeant non pas les mots, mais le ton. Il a 68 ans, il est fatigué, et sa ferme de 400 acres commence à peser trop lourd pour un seul homme.
J'ai besoin d'aide à la ferme, dit Earl lentement. Je ne peux pas payer grand-chose. 80 $ par semaine. Tu peux dormir dans le hangar à machine en attendant qu'on trouve mieux. Ça t'intéresse? Le soulagement frappe Danny si fort qu'il en a le vertige. Ce n'est pas la charité. C'est une opportunité. Oui, monsieur. Merci. Earl hoche la tête, un geste unique, scellant un pacte muet. Et c'est ainsi, alors que le crépuscule avale la route devant eux, que Danny Crawford devient ouvrier agricole. Il ne le sait pas encore, mais ce vieux camion ne l'emmène pas seulement vers un hangar froid. Il l'emmène vers son destin. Le hangar à machine d'Earl Mitchell n'était pas un logement, c'était un purgatoire de tôle ondulée et de béton froid. L'été 1973 fut lourd, une chape de plomb humide qui s'abattait sur l'Iowa, transformant le hangar en étui le jour et en cave glaciale la nuit. Danny dormait sur un lit de camp militaire, une structure en toile rêche qui lichait le dos, installée entre une moissonneuse bateau silencieuse et des bidons d'huile hydraulique. L'air y était épais, saturé d'une odeur permanente de diesel, de poussière de grains et de terre séchée. C'était l'odeur du labeur, une odeur qui s'incrustait dans les pores et ne partait jamais, même après avoir frotté sa peau au savon de Marseille sous l'eau froide du robinet extérieur. Mais Danny ne se plaignait pas. Il n'en avait pas le droit. À 17 ans, il avait troqué son adolescence contre une survie au jour le jour. Pour 80 $ par semaine, il vendait ses muscles et sa jeunesse à la terre d'Earl. Le travail était brutal. Earl, malgré ses 68 ans, avait l'exigence des anciens. On ne s'arrête pas quand on est fatigué. On s'arrête quand le travail est fini. Danny apprit à ignorer les ampoules qui éclataient dans ses paumes, transformant ses mains d'écolier en cuir tanné. Il apprit la douleur sourde dans les lombaires après avoir chargé des bottes de foin pendant 10 heures sous un soleil de plomb. Chaque soir, il s'effondrait sur son lit de camp, trop épuisé pour penser à sa mère, trop vidé pour ressentir la solitude. Il prouvait sa valeur à chaque coup de pelle, à chaque boulon serré. Il n'était plus un enfant, il était un rouage essentiel de la ferme. En 3 mois, vivant comme un moine, ne mangeant que le strict nécessaire, Danny avait réussi l'impossible. Il avait économisé 940 $. C'était une petite fortune, une bouée de sauvetage fragile. Mais l'argent ne comble pas le vide. Il lui fallait un projet. Quelque chose à lui. C'est un samedi de septembre, en feuilletant le grain d'Irrégister à la lueur d'une ampoule nue, que son regard s'arrêta sur 3 lignes imprimées en bas de page. À vendre. Tracteur Pharma Lâche, besoin de réparation. 100 $. Appelez Robert. Le lendemain, Danny se rendit chez Robert Hay. Ce qu'il trouva dans le fond d'une grange sombre tenait plus du squelette que de la machine agricole. C'était un Pharma Lâche de 1948, un modèle légendaire, mais celui-ci semblait avoir rendu l'âme depuis longtemps. Il gisait là, dans la pénombre, couvert d'une couche de poussière si épaisse qu'elle ressemblait à une seconde peau grise. Les pneus étaient à plat, affaissés, donnant à la machine l'air d'une bête blessée à genoux, attendant le coup de grâce. La peinture rouge, jadis fière, était écaillée, révélant des plaies de rouille profonde. Le moteur était grippé, saisi par 5 années d'immobilité totale. Robert, le propriétaire, un homme de 74 ans, donna un coup de pied dans un pneu dégonflé. Je l'ai acheté neuf en 48, mais je n'ai plus la force de m'en occuper. C'est de la ferraille? Gamin, tu veux vraiment jeter ton argent par les fenêtres pour ce tas de boue? Danny s'approcha lentement. Il posa sa main sur le capot froid et rugueux. Sous la crasse, il ne voyait pas de la ferraille. Il voyait quelque chose de familier. Ce tracteur était comme lui, rejeté, cassé, immobile, laissé pour compte dans le noir. Personne n'en voulait. Tout le monde disait qu'il était fini. Réparer ce tracteur, ce n'était pas de la mécanique. C'était une projection. S'il pouvait faire rugir ce moteur à nouveau, s'il pouvait redonner vie à cette carcasse, alors peut-être, juste peut-être, qu'il y avait de l'espoir pour lui aussi. Il se tourna vers Robert, le visage fermé, mais le cœur battant à tout rompre. « Oui, monsieur, je le prends. Je vous donne 100 $ si vous me laissez travailler dessus ici jusqu'à ce qu'il démarre. » Il sortit 5 billets de 20 $ de sa poche. C'était une somme énorme pour lui, une entaille dangereuse dans ses économies, le prix de sa sécurité. Mais en tendant l'argent, Danny ne ressentit pas de peur. Il ressentit une connexion. Il venait d'acheter la seule chose au monde qui avait autant besoin de lui que lui avait besoin d'elle. Il venait d'acheter sa propre rédemption, pièce par pièce, boulon par boulon. Le mois d'octobre s'installa sur l'Iowa avec une morsure précoce, apportant des gelées blanches qui craquaient sous les bottes au petit matin. Pour Danny, les dimanches n'étaient plus des jours de repos. Ils étaient consacrés à une seule obsession, le Pharma Lâche. Le hangar d'Earl était devenu son bloc opératoire et le tracteur, son patient critique.
La restauration n'avait rien de romantique. C'était une guerre de tranchées contre la corrosion et le temps. Danny commença par le cœur de la bête, le moteur saisi. Pendant 2 semaines, il versa religieusement de l'huile dégrippante dans les cylindres, laissant le liquide sombre s'infiltrer millimètre par millimètre autour des pistons figés. C'était un exercice de patience pure, une torture pour un garçon de 17 ans qui avait besoin de résultats immédiats. Chaque soir, il essayait de faire bouger le volant moteur. Rien, juste la résistance têtue du métal soudé par la rouille. Mais il refusait de forcer. Il savait, d'instinct, que la brutalité ne réparait rien. Il avait assez subi de brutalité pour le savoir. Alors qu'il attendait que le moteur cède, il s'attaqua à l'extérieur. Armé d'une brosse métallique et de papier de verre, il gratta chaque centimètre carré de la carrosserie. La poussière de rouille volait en nuages orange, se collant à sa sueur, piquant ses yeux. Ses jointures s'écorchaient contre les boulons grippés, saignant sur le métal froid. Il ne portait pas de gants, il avait besoin de sentir la machine. Cette douleur physique était étrangement apaisante. C'était une douleur propre, honnête. Quand il frottait ce capot, il ne pensait pas à sa mère qui ne l'avait pas défendu. Quand il démontait le carburateur encrassé pour nettoyer chaque gicleur avec une précision d'orfèvre, il ne pensait pas aux mots venimeux de son beau-père. Il ne pouvait pas réparer sa famille brisée, alors il réparait ce carburateur. C'était sa thérapie, sa manière de remettre de l'ordre dans un univers chaotique. Puis vint le moment de la peinture. 58$ de fourniture. Il appliqua la couche d'après, puis le fameux rouge harvesté. Sous ses coups de pinceau appliqués, le cadavre gris et terne disparaissait, remplacé par une machine vibrante, sanguine, presque royale. L'odeur des solvants emplissait le hangar, une odeur chimique et forte qui, pour Danny, sentait l'espoir. Fin octobre, le moteur était libre, les bougies étaient neuves, la magnéto était révisée. C'était le moment de vérité. Dehors, le vent sifflait, mais à l'intérieur, le silence était total. Earl était entré sans faire de bruit. Il se tenait en retrait, appuyé contre l'établi, les bras croisés, observant le gamin et sa machine. Il ne disait rien, ne donnait aucun conseil. Il laissait Danny faire face à son destin. Danny grimpa sur le siège en métal dur. Il sentit le froid de l'acier à travers son jean. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il attrapa les commandes. Si ça ne démarrait pas, c'était la fin. 100$ perdus. Des mois d'efforts pour rien. Juste un autre échec. Il ferma les yeux une seconde, pria un dieu des mécaniques et enclencha le démarreur. Le bruit fut d'abord poussif. Re. Le son d'une vieille gorge qui tente de respirer après une longue apnée. Danny insista, jouant avec le starter. Re. Paf, une explosion sèche. Une volute de fumée noire sortit du pot d'échappement vertical. Puis une autre, et soudain, dans un rugissement cacophonique et magnifique, le Farmall s'éveilla. Le moteur 4 cylindres trouva son rythme, un pu régulier, puissant, qui fit vibrer le sol en béton du hangar. La fumée bleue envahit l'espace, piquant les yeux, mais Danny ne la sentait même pas. Il écoutait la musique. Ça tournait. Ça vivait. Il resta assis là, agrippé au volant, sentant les vibrations de la machine remonter dans ses bras jusqu'à son cœur. Il avait pris une épave et en avait fait un tracteur. Il avait créé de la valeur à partir du néant. Il coupa le contact. Le silence revint, mais il était différent maintenant, plus léger. Danny se tourna vers Earl. Le vieux fermier n'applaudit pas. Il ne sourit même pas largement. Il hocha simplement la tête, un mouvement lent et grave, et le regarda droit dans les yeux. « C'est du beau boulot, Danny, du très beau boulot. » C'était tout, mais venant d'Earl, cela valait toutes les médailles du monde. Pour la première fois de sa vie, un homme le regardait non pas comme un fardeau, mais comme un égal capable de miracles. Danny descendit du tracteur, les mains noires de graisse, et pour la première fois depuis juin, il ne se sentit plus comme un orphelin. Il était un mécanicien, un propriétaire, un homme. L'hiver dans l'Iowa n'est pas une saison, c'est un siège militaire. Dès novembre, le ciel s'abaissa, gris et lourd, et le thermomètre plongea pour ne plus remonter. Le mercure affichait régulièrement -20°, mais avec le vent qui balayait les plaines sans aucun obstacle, le ressenti était inhumain. Le hangar à machines, qui avait été un refuge tolérable en été, devint un piège mortel. Les parois en tôle n'offraient aucune isolation. Elles ne faisaient qu'amplifier le hurlement du blizzard. Pour Danny, chaque nuit était un combat. Il dormait tout habillé, empilant 3 couvertures rêches sur son corps recroquevillé, mais le froid s'infiltrait partout.
Il se réveillait souvent avec du givre sur les cils et son souffle formait des nuages blancs persistants dans l'air immobile de l'aube. Son petit radiateur électrique rougeoyait dans le coin, une tache de lumière dérisoire contre l'immensité glacée du bâtiment. Il devait parfois approcher ses mains si près de la grille brûlante qu'il en roussissait les poils, juste pour retrouver la sensation de ses doigts. C'est durant ces longues nuits de janvier que la solitude devint une douleur physique, plus aiguë encore que le froid. Danny avait 17 ans, l'âge où l'on doit rire avec des amis, boire des bières en cachette et rêver d'avenir. Lui, il lisait des manuels d'agriculture périmés à la lueur d'une lampe de poche, le ventre noué par le silence. La tentation de tout abandonner le hantait. Il s'imaginait marcher jusqu'à la route, lever le pouce et partir pour des moines ou Chicago. Trouver un travail dans une usine chauffée, vivre dans un appartement avec de vrais murs. Pourquoi rester ici, à geler pour $80 par semaine, rejeté par sa propre mère? Mais chaque matin, quand il voyait la silhouette de son farmal restaurer dans la pénombre, il restait. Il ne pouvait pas partir. Pas encore. Puis, la situation empira. Earl, qui toussait depuis des semaines, ne sortit pas de sa maison un matin. Quand Danny entra dans la cuisine, il trouva le vieil homme tremblant de fièvre, le visage gris cendré. L'ambulance l'emmena 1 heure plus tard. Pneumonie sévère. Earl allait passer 3 semaines à l'hôpital, entre la vie et la mort. Soudain, Danny se retrouva seul maître à bord. Il n'y avait personne pour lui dire quoi faire, personne pour surveiller si le travail était fait. Un autre garçon aurait pu en profiter pour ralentir, ou même pour voler quelques outils et disparaître. Danny fit l'inverse. Il entra dans une transe de responsabilité. Il se leva plus tôt, finit plus tard. La tempête faisait rage dehors, mais les bêtes devaient manger. Il passait des heures à casser la glace des abreuvoirs à coups de baramine, le vent lui fouettant le visage comme du verre pilé. Il déneigeait les allées, vérifiait les clôtures, soignait le bétail avec une tendresse qu'il n'avait jamais reçue lui-même. Il ne protégeait pas seulement une ferme, il protégeait la confiance qu'un homme avait placée en lui. Quand Earl revint finalement en janvier 1974, il était amaigri, l'ombre de lui-même. Il marchait lentement, appuyé sur une canne. Il fit le tour de la propriété en silence. Il vit les animaux en bonne santé, les allées dégagées, les machines entretenues et rangées au millimètre. Rien ne manquait. Tout avait survécu à l'hiver grâce à un gamin qui vivait dans un hangar. Earl fit signe à Danny de le rejoindre dans le salon de la maison principale. Il faisait chaud, une chaleur douce qui étourdissait Danny après des mois de froid. Earl s'assit lourdement et regarda son jeune ouvrier. « Tu as sauvé cet endroit pendant que j'étais parti. » dit Earl, la voix encore rauque. « Je te dois plus que ce que je t'ai payé. » Danny secoua la tête, gêné, tordant son bonnet entre ses mains gercées. « Vous m'avez donné une chance quand personne d'autre ne voulait de moi. Monsieur, on est quitte. » Earl planta son regard dans celui de Danny. Il y avait dans ses yeux une lueur nouvelle, une reconnaissance profonde qui dépassait le simple rapport professionnel. « Non, fils, on n'est pas quitte, mais on le sera. » Ce jour-là, dans la chaleur de la cuisine, quelque chose changea. Danny n'était plus juste le garçon qui dormait dans le hangar. Il avait passé l'épreuve du feu par la glace. Et Earl, qui n'avait pas d'enfant, venait de réaliser qu'il avait peut-être trouvé un héritier, non pas par le sang, mais par la sueur versée sur la même terre. Mars 1974 arriva avec le dégel, transformant les plaines de l'Iowa en un océan de boue noire et collante. La terre se réveillait, et avec elle, l'urgence de la saison. C'est à ce moment précis qu'Earl Mitchell posa sur la table une proposition qui allait donner le vertige à Danny. Ils étaient debout près de la clôture sud, regardant une parcelle de 80 acres en friche. Earl s'appuya lourdement sur le poteau de cèdre. « J'ai 70 ans. Danny, mes os me font mal quand il pleut et je suis lent. Mon neveu héritera de tout ça un jour, mais il ne veut pas cultiver. Il vendra dès que je serai en terre. » Il marqua une pause, crachant dans l'herbe humide. « Je veux te louer ces 80 acres. Tu les cultives toi-même. À ton compte. » Danny manqua de s'étouffer. L'offre était insensée. « Earl, je n'ai pas d'équipement. Juste le vieux farmal. Et je n'ai pas de quoi payer un loyer. Le farmal suffira si tu es patient. Pour le loyer, c'est $4000. Mais tu me paieras après la récolte. Si tu réussis, on verra pour l'année prochaine. » Le silence qui suivit fut lourd. Earl ne lui offrait pas un cadeau, il lui offrait une falaise escaladée sans corde. $4000. C'était plus d'argent que Danny n'en avait jamais vu. S'il acceptait, il s'endettait avant même d'avoir semé la première graine. Si la récolte échouait, une sécheresse, une grêle, une panne moteur, il serait ruiné, discrédité, fini avant d'avoir commencé.
C'était un pari terrifiant. Mais en regardant les yeux d'Earl, il y vit autre chose qu'un calcul financier. Il vit un défi. « Tu me rappelles, moi, à ton âge », avait dit le vieil homme. Danny serra la main d'Earl. Sa paume était moite. Le pari était lancé. Au village, la nouvelle se répandit vite. Au café de Grundy Center, les vieux fermiers secouaient la tête en riant doucement. Le « gamin du hangar », qui se prenait pour un patron avec son tracteur de musée, c'était une blague. On lui donnait 2 mois avant de plier bagages. On disait qu'Earl perdait la tête. Danny sentait ce regard pesant sur lui chaque fois qu'il allait chercher des pièces en ville. Il ne disait rien, mais il serrait les dents si fort que sa mâchoire lui faisait mal. Mais arriva le moment de vérité. Danny attela un vieux semoir à maïs, prêté par Earl, derrière son farmallage de 1948. Le contraste était saisissant, presque comique. Le champ de 80 acres s'étendait, immense, intimidant, une mer de terre sombre prête à avaler les imprudents. Face à cette immensité, le petit tracteur rouge semblait être un jouet. Il n'avait pas de cabine, pas de radio, pas d'hydraulique moderne. Juste un siège en fer, un volant et la volonté de son conducteur. Danny engagea la vitesse. Le tracteur toussa, puis avança. Clic-clac, clic-clac. Le bruit régulier du semoir devint le métronome de sa vie. Planter est un acte de foi aveugle. Vous enfouissez votre argent, les graines coûteuses, l'engrais, le carburant dans le sol, vous le recouvrez de terre et vous priez. Vous priez pour que la pluie vienne, mais pas trop. Vous priez pour que le soleil brille, mais ne brûle pas. Pendant des jours, Danny vécut sur ce siège. Il avançait à la vitesse d'un homme au pas de course, traçant des sillons droits dans l'infini. Le soleil lui brûlait la nuque, la poussière lui collait aux poumons, le bruit du moteur l'assourdissait. Mais il ne s'arrêta pas. Il labourait le jour pour Earl, et la nuit, à la lueur des phares jaunes de son vieux farmal, il cultivait son propre avenir. Il dormait 4 heures par nuit. Il maigrissait à vue d'œil. Mais chaque fois qu'il se retournait et voyait les lignes parfaites de la terre retourner, la peur du loyer à payer s'estompait un peu, remplacée par une adrénaline sauvage. Il n'était plus un exclu. Il était un fermier. Il avait mis ses tripes dans cette terre. Maintenant, c'était à la terre de répondre. Septembre 1974 arriva comme un jugement dernier. Le ciel était d'un bleu impitoyable et les champs de maïs, jadis verts et souples, s'étaient transformés en une mer sèche et dorée qui bruissait au moindre vent. Pour un fermier, c'est le moment le plus terrifiant. Toute l'année se joue en quelques jours. Une tempête, une panne, et tout est perdu. Danny avait 18 ans. Il n'avait jamais piloté de moissonneuse-batteuse seul. Earl lui prêta la sienne, une machine massive et bruyante, une marque de confiance qui pesait aussi lourd que l'acier dont elle était faite. Le premier matin, Danny avait les mains moites sur le volant. Il enclencha le mécanisme de coupe. Le bruit fut assourdissant, un hurlement mécanique qui avalait les tiges sèches. Il avançait lentement, le cœur au bord des lèvres, terrifié à l'idée de bourrer la machine ou de heurter une pierre cachée. Mais au bout d'une heure, la peur laissa place au rythme. Il regarda derrière lui, à travers la petite vitre poussiéreuse de la cabine. Dans la trémie, le grain commençait à tomber. C'était une pluie jaune, dense, magnifique. Une rivière d'or pur. Danny ne s'arrêta pas. Il coupa jusqu'à ce que la lune soit haute, hypnotisé par le flux continu du maïs qui s'accumulait. 4 jours plus tard, le silence retomba sur les 80 acres désormais rasés. Le verdict tomba au silo à grains de la coopérative locale. Le rendement était exceptionnel, 112 boisseaux par acre. Au total, 8 960 boisseaux. Le cours du maïs était cette année-là, 3,70 $ le boisseau. Lorsque le comptable de la coopérative lui tendit l'enveloppe, Danny la prit comme s'il s'agissait d'un explosif. Il sortit, marcha jusqu'à son vieux camion Chevy garé sur le gravier, s'assit au volant et ferma la porte. Il ouvrit l'enveloppe. Le chèque était là, imprimé sur du papier bleu pâle. 33 152 $. Danny fixa le chiffre. Il cligna des yeux, ce d'avoir mal lu. C'était plus d'argent que son beau-père n'en gagnait en 5 ans. C'était une fortune. Il reposa le chèque sur le tableau de bord, et soudain, sans prévenir, il éclata en sanglots. Ce n'étaient pas des larmes de joie. C'était la décompression brutale d'une année de terreur. Il avait vécu avec la peur au ventre chaque jour, la peur de la faim, la peur de l'échec, la peur de décevoir Earl. Et là, sur ce papier bleu, c'était la preuve qu'il avait survécu. Il n'était plus un bon à rien. Il avait gagné. L'euphorie le poussa à faire la seule chose qu'il s'était juré de ne jamais faire. Il avait besoin de le dire à quelqu'un de son sang. Il conduisit jusqu'à la cabine téléphonique à la sortie de la ville.
Ses doigts tremblaient en composant le numéro qu'il connaissait par cœur, le numéro de la maison dont il avait été banni. Une sonnerie. Deux. Allô? La voix était sèche. C'était son beau-père? Danny se figea. Sa gorge se serra. Je voulais parler à maman, balbutia-t-il. Un silence glacial à l'autre bout du fil. Puis, la voix de l'homme, tranchante comme une lame de rasoir. Elle ne veut pas te parler. En arrière-plan, Danny entendit la voix étouffée de sa mère, faible, lointaine. C'est qui? La réponse de son beau-père fut immédiate, prononcée assez fort pour que Danny l'entende, assez fort pour le tuer une seconde fois. Personne. Ce n'est personne d'important. Clic. La tonalité de la ligne coupée bourdonna dans l'oreille de Danny. Il resta là, le combiné à la main, debout dans la cabine téléphonique qui sentait l'urine et le tabac froid. De l'autre côté de la vitre, son camion contenait un chèque de 33 000 $. Il était riche. Il avait réussi. Mais dans ce combiné mort, il venait de recevoir la confirmation finale. On ne rachète pas l'amour. On ne rachète pas une place dans une famille qui a décidé de vous effacer. Danny raccrocha doucement le combiné. Il essuya ses yeux avec la manche sale de sa chemise. Son visage se durcit. La tristesse s'évapora, remplacée par une détermination froide, presque effrayante. Il ne voulait pas de lui? Très bien. Il allait construire son propre empire, pierre par pierre, acre par acre, sans eux. Il remonta dans son camion et ne regarda pas en arrière. L'enfant qui cherchait l'approbation de ses parents venait de mourir dans cette cabine téléphonique. L'homme d'affaires venait de naître. On imagine souvent le succès comme une explosion, un moment de gloire bruyant sous les projecteurs. Pour Danny Crawford, les 7 années qui suivirent ne furent ni bruyantes ni glamour. Ce furent des années de silence monacal. Entre 1975 et 1981, alors que l'Amérique dansait au rythme du disco et que les jeunes de son âge brûlaient leur jeunesse dans les bars de Des Moines, Danny disparut dans son travail. Il devint le moine des plaines. Son mode de vie était d'une austérité qui frisait l'ascétisme. Avec ses premiers profits, il ne s'acheta pas une voiture de sport. Il s'offrit une promotion dérisoire. Il quitta le hangar glacial pour une vieille caravane d'occasion installée sur le terrain d'Earl. Elle lui coûta 4 000 $. Pour n'importe qui d'autre, c'était une boîte de conserve. Pour Danny, qui avait vécu dans la graisse et le froid, c'était un palais. Il y avait de l'eau courante, un chauffage qui fonctionnait et une porte qui fermait à clé. Il n'en demandait pas plus. Son uniforme devint légendaire dans le comté, non pas pour son élégance, mais pour son usure. Il portait des salopettes Carrare qu'il achetait par lot de 3 au magasin agricole. Il les portait jusqu'à ce que la toile soit blanche aux genoux et que les ourlets soient en lambeaux. Il conduisait toujours son vieux pick-up Chevy de 1962, une épave roulante tenue ensemble par du fil de fer et de la volonté. Ceux qui le croisaient en ville, avec ses mains noires de cambouis et ses vêtements rapiécés, le prenaient pour un ouvrier en faillite. Il ne se doutait pas que ce vagabond apparent était en train de devenir l'homme le plus liquide du canton. Car si Danny vivait comme un pauvre, il investissait comme un magnate. C'était l'effet boule de neige. En 1975, il loua 160 acres. Le profit paya un tracteur Ford de 1964. En 1976, il passa à 240 acres. En 1977, il grimpa à 320 acres chez Earl, plus 80 chez un voisin. Cette année-là, il acheta sa propre moissonneuse-batteuse, une John Deere d'occasion, payé comptant, 9 000 $. Il n'en prêtait jamais. Si la banque ne pouvait pas le tenir, elle ne pouvait pas le briser. Earl Mitchell, observant ce tourbillon d'efficacité depuis sa fenêtre, comprit qu'il était temps de s'effacer. À 75 ans, le vieux fermier n'avait plus la force de lutter contre les éléments. En 1978, la transition se fit sans contrat formel, juste avec une poignée de main dans la cuisine. C'est à toi maintenant, Danny. Tu gères tout. Tu me paies 10 000 par an, et le reste est à toi. Danny devint le capitaine du navire. Il gérait désormais 700 acres au total. Son parc matériel s'était étoffé. Le vieux Farmalash à 100 $ était toujours là, fidèle, mais il était désormais entouré d'une flotte de machines qu'il avait toutes payées cash. La discipline de Danny était effrayante. Il réinvestissait chaque centime. Il étudiait les marchés, anticipait les prix des engrais, réparait tout lui-même la nuit pour ne pas payer de mécanicien. En 1981, à 25 ans, il cultivait 1200 acres. Son compte en banque affichait 230 000 $ d'économie nette. C'était une somme astronomique pour l'époque, mais personne ne le savait. Pour le monde extérieur, il était juste Danny, le gars solitaire dans sa vieille caravane. Il avait sacrifié sa jeunesse, ses soirées, ses week-ends.
Il n'avait pas de petit ami, pas de loisirs, pas de vacances. Il avait seulement la terre. Et la terre, contrairement aux hommes, rend toujours ce qu'on lui donne. Il était prêt. Sans le savoir, il s'était armé pour la plus grande bataille de sa vie, celle qui allait arriver avec la mort d'Earl. Janvier 1982 marqua la fin d'une ère. Earl Mitchell s'éteignit comme il avait vécu, discrètement, sans déranger personne, emporté par un cœur fatigué qui avait trop battu pour cette terre. Pour Danny, ce fut un coup de massue. Il ne perdait pas seulement un propriétaire ou un patron, il perdait l'homme qui avait ramassé les morceaux de sa vie quand sa propre famille l'avait jeté aux ordures. Aux funérailles, Danny se tint à l'écart, le visage fermé, incapable de pleurer devant les étrangers. Il était orphelin pour la seconde fois, et cette fois, la douleur était celle de la gratitude, pas de l'abandon. Mais le deuil est un luxe que les affaires ne permettent pas. À peine la terre d'Earl était-elle refermée que les vautours commencèrent à tourner. Le neveu d'Earl, unique héritier légal, n'avait que faire de l'agriculture. C'était un citadin, un homme de chiffres pour qui les 400 acres de terre noire de l'Iowa n'étaient qu'une ligne sur un bilan comptable. Il mit la ferme en vente immédiatement. Le prix affiché fit trembler le comté, 320 000 $. Danny sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était la terre où il avait dormi dans un hangar, la terre qu'il avait sauvée l'hiver de 74. Si un étranger l'achetait, Danny serait expulsé. Tout ce qu'il avait construit s'effondrerait. Il passa 2 semaines blanches, arpentant sa caravane comme un loup en cage. Il fit ses comptes jusqu'à l'obsession. Il avait 230 000 $ en banque, le fruit de cette année de privation absolue. Il lui manquait 90 000 $. Empoté, les taux d'intérêt de 1982 étaient meurtriers. C'était trop risqué. Alors, Danny fit ce qu'il avait toujours fait. Il paria sur lui-même. Il liquida une partie de son stock de grains, vendit quelques outils non essentiels et racla les fonds de tiroir. Il appela le neveu. La rencontre fut brève, tendue. « Je ne peux pas vous donner 320 000, dit Danny, la voix calme et le cœur battant à rompre. Je vous offre 280 000 $. Cash, tout de suite. Pas de banque, pas d'attente. On signe demain. » Le neveu hésita. L'argent liquide a un pouvoir hypnotique, surtout quand l'économie vacille. Il regarda Danny, vit le sérieux mortel dans ses yeux, et accepta. L'affaire fut bouclée en mars 1982. Le premier soir après la signature, Danny sortit marcher. Il faisait nuit noire. Il avança au milieu du champ principal, ses bottes s'enfonçant dans la terre humide. Il s'arrêta au centre exact de la propriété. Le vent soufflait, mais cette fois, il ne semblait plus hostile. Danny regarda autour de lui, les ombres des arbres, la silhouette du hangar au loin. Tout cela était à lui. Personne ne pourrait plus jamais lui dire de partir. Personne ne pourrait jeter ses affaires dans un sac et le mettre à la porte. Le fantôme du garçon de 17 ans, terrifié sur le bord de la route, s'évapora enfin dans la nuit. Danny Crawford était chez lui. Il était le seigneur de sa propre terre. Mais un royaume est vide sans reine. C'est en 1983, alors que sa sécurité matérielle était enfin assurée, que Danny s'autorisa à lever les yeux de ses sillons. Il rencontra Sarah à l'église. Elle avait 24 ans, elle était institutrice et fille de fermier. Elle ne vit pas en Danny le sauvage solitaire que les autres voyaient. Elle vit la force tranquille, la loyauté, la blessure cachée. Ils se marièrent en 1984. Sarah emménagea dans la petite caravane sans une plainte. Elle apporta des rideaux, des fleurs et surtout une chaleur humaine que Danny n'avait jamais connue. Avec elle, il comprit que la terre ne servait pas seulement à faire pousser du maïs. Elle servait à faire pousser une famille. La vraie reconstruction commençait. C'est souvent quand le vacarme de la construction s'apaise que l'on commence à entendre les échos de ce que l'on a sacrifié. Les années 90 et 2000 furent pour Danny l'époque de la consolidation impériale. Les chiffres donnaient le vertige. En 1990, sa valeur nette atteignait 1,4 million de $. En 2000, il possédait 1400 acres et en louait 1200 autres. Il était devenu l'un des plus gros propriétaires de la région. L'ancien SDF était désormais un notable. Mais bâtir un empire demande du temps, et le temps est la seule ressource qu'on ne peut pas cultiver. Danny aima ses enfants, Earl Junior et Grace, avec une ferveur protectrice. Il voulait leur offrir la sécurité absolue qui lui avait manqué. Mais cette sécurité avait un prix, son absence. Il manqua des matchs de baseball, des récitals de fin d'année, des dîners en famille, toujours retenus par une moisson tardive ou une négociation foncière. C'était le paradoxe du survivant. Il travaillait pour eux, mais le travail l'éloignait d'eux.
Il construisait des murs d'or pour les protéger, mais ces murs l'enfermaient aussi. Plus tard, il avouerait que la peur de redevenir pauvre, la peur de se retrouver à nouveau sur ce bord de route avec 47 $, ne l'avait jamais vraiment quitté. C'était un moteur puissant, mais brûlant. L'ombre la plus sombre de ces années dorées tomba en 1989. Sa mère mourut. Danny se rendit aux funérailles, soutenu par Sarah. Il espérait, peut-être naïvement, un regard, un mot, une absolution posthume. Il ne trouva que le dos voûté de son beau-père, qui refusa de croiser son regard, et l'indifférence glaciale de ses demi-frères. Il se tint devant le cercueil de la femme qu'il avait laissé partir sans un mot 16 ans plus tôt. Il réalisa alors que certaines histoires n'ont pas de fin heureuse, que certaines portes, une fois fermées, sont verrouillées pour l'éternité. Il n'y eut pas de réconciliation de dernière minute, pas de scène de film. Juste le silence de la terre qui retombait sur le bois. Danny repartit sans pleurer, laissant derrière lui le dernier lien avec son passé douloureux. C'est peut-être cette prise de conscience de la finitude qui poussa Danny, en 2010, à briser son propre silence. Il avait 54 ans. Un journaliste du Femme Journal vint l'interviewer. La question était simple, mais la réponse était une épopée. Vous avez été mis à la porte à 17 ans avec rien. Aujourd'hui, vous valez plus de 3 millions. Comment? Pour la première fois, Danny ne parla pas de rendement ou de stratégie fiscale. Il parla du pharma à la hache. Il emmena le journaliste dans le hangar. Le vieux tracteur était là, toujours rouge, toujours prêt. « J'ai acheté ce tracteur 100 $ quand personne n'en voulait, » dit Danny en caressant le capot froid. « Je l'ai réparé. Et il m'a sauvé. Il m'a appris que ce qui est cassé peut être réparé. Que la valeur ne se voit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. » L'article fit l'effet d'une bombe dans le milieu agricole. Danny reçut des milliers de lettres. Son histoire n'était plus seulement la sienne. Elle devenait une parabole. En 2015, invité à parler à l'Université d'État de l'Iowa, il fit venir le tracteur sur le campus. 800 étudiants se pressèrent autour de la machine de 1948. Danny leur raconta l'hiver 73, le froid, la solitude. Il leur montra que ce tas de ferraille était la fondation d'un empire. Ne sous-estimez jamais les petits commencements, leur dit-il, la voix tremblante d'émotion. Ce tracteur a 42 ans de plus que vous, et il travaille encore. Il ne se plaint pas. Il avance. Faites pareil. Ce jour-là, devant ces jeunes visages, Danny comprit enfin la nature de son succès. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas les acres, c'était la capacité de transformer la douleur en quelque chose d'utile. Le tracteur était devenu un monument, un témoin silencieux de la résilience humaine. Danny avait peut-être perdu son enfance, mais il avait gagné le droit d'inspirer celle des autres.